Madame, Messieurs, bonjour. Comprendre les enjeux, les écueils du travail d'activisme au Cameroun et bien sûr dans la marche vers le recul, voire la fin de l'homophobie et la transphobie, c'est le but en ce 17 mai 2021, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Cela se passe en 52 minutes chrono. Parole d'activiste, c'est la plateforme que vous suivez en ce moment. C'est une table ronde. Bienvenue à tous. Et justement, pour pousser la réflexion autour de ces enjeux et de ces écueils qui minent donc le travail d'activisme pour faire reculer les pratiques d'homophobie et de transphobie dans notre pays, j'ai donc un panel trié sur le volet des acteurs qui, au quotidien, travaillent sur le terrain et donc sont témoins ou simplement acteurs ou victimes aussi des situations qui traduisent donc un certain degré d'homophobie et de transphobie dans notre pays. Ce sont des acteurs professionnels dans le milieu du plaidoyer, mais également dans le travail de sensibilisation des masses. Ils sont donc au quotidien au contact des populations et de ces vérités. Je commence donc par la droite. Là-bas, il y a Jean-Paul Enama. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour, merci. Je suis Jean-Paul Enama. Je suis le directeur exécutif de Humanity First Cameroun, une organisation de la société civile travaillant auprès justement de ces minorités sexuelles et de genre que sont les personnes LGBTI au Cameroun et qui œuvrent également sur les questions de santé sexuelle pour les populations clés. On y reviendra. Merci. Et dites-moi exactement votre travail au quotidien, il consiste à faire quoi lorsque vous vous levez le matin? C'est quoi l'emploi du temps de quelqu'un qui travaille dans ce secteur comme vous? Oui, l'emploi du temps de quelqu'un qui travaille dans ce secteur, comme nous, comme je dis vraiment, c'est arriver et faire un peu une veille. Qu'est-ce qui s'est passé à la veille? Parce qu'on a beaucoup fait de l'observation des cas de violation et de documentation des cas de violation des personnes sur la base de l'identité sexuelle et l'orientation sexuelle. Donc nous recueillons ces cas-là et nous accompagnons ces personnes au quotidien pour une assistance juridique et également des questions de plaidoyer. Donc le travail justement, tout ce que je fais au quotidien concourt à ces objectifs et ces missions-là. Merci donc d'être avec nous pour partager ces expériences et la réflexion. Avec nous également sur le plateau, Portia Estelle est tout aussi à ma droite, à ma gauche ce matin. Elle est directrice exécutive de Transigence Action. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Alors, je suis Miss Portia Estelle. Je suis une femme transgenre. Je suis la directrice exécutive de l'association transgenre camerounaise Transigence Action Cameroun. Nous allons dire que nous sommes beaucoup plus inclusifs. C'est vrai que notre cible la plus particulière sont les personnes transgenres, notamment les femmes trans et les hommes transgenres. Mais nous travaillons aussi avec les travailleuses du sexe et les personnes migrantes, les minorités ethniques et de caste. Donc voilà un peu pour notre travail. Nous sommes basés à Yaoundé et aussi à Douala comme antenne relais. Est-ce que vous pouvez dire déjà d'entrée de jeu que le travail se déroule bien sur le terrain? Ça se passe. Est-ce que vous vous sentez écouté par celles qui sont comme vous? Plus ou moins. Plus dans la mesure où c'est vrai que dans le cadre de nos activités, nous parvenons quand même à organiser certaines activités de visibilité, notamment en causerie éducative. Mais maintenant, sur le plan sociétal ou bien sur le plan juridique, on va dire que nos actions sont un peu limitées dans la mesure où nous travaillons avec une cible assez particulière qui ne permettent pas, n'est-ce pas, l'éclosion en termes de pérennité des activités que nous voulons de manière fondamentale mener. En tout cas, merci déjà pour ce premier jet et merci d'être venu ce matin, ce 17 mai, en parler justement pour édifier la communauté de ceux qui nous regardent et qui suivent cet échange. Les présentations sur le plateau se poursuivent avec justement à la droite cette fois-ci. Là-bas, nous avons Théo Ndogmo. Théo Ndogmo, bonjour, bienvenue sur le plateau. Vous êtes coordonnateur du réseau indépendant des trans africains. Oui, merci beaucoup, bonjour. Je suis effectivement Théo Ndogmo, coordonnateur du réseau indépendant des trans-africains, mais de droit camerounais. Donc, effectivement, le RITA, c'est une organisation ou bien un réseau qui regroupe les organisations trans au Cameroun et a vocation à s'étendre au niveau de l'Afrique centrale. Donc, nos missions principales, c'est le plaidoyer, la compréhension de qu'est-ce que c'est qu'une personne trans, qu'est-ce que c'est que les identités du genre. Et il s'agit exactement de quoi quand on parle d'une personne transgenre, surtout quels sont les défis auxquels elles font face, ou ils font face au sein d'une société telle que la nôtre.
D'accord, le plaidoyer, comment est-ce qu'il est reçu? C'est vrai que ce sont des prémices, on va entrer en détail tout à l'heure sur les spécificités de votre travail, mais d'entrée du jeu, vous pouvez l'évaluer comment, le travail que vous abattez sur le terrain? Étant donné que le RITA n'est là depuis que 2 ans maintenant, nous avons commencé par une analyse de la situation au niveau national. Quels étaient les principaux défis des personnes trans? Et on s'est rendu compte que des personnes ne comprenaient en réalité pas c'est quoi une personne trans. Et généralement, c'était un mélange de conceptions que nous nous sommes attelés à déconstruire dans un premier temps. Dans le plaidoyer, en ce moment, nous ne pouvons pas l'évaluer concrètement parce que nous ne sommes qu'en phase embryonnaire du travail qui doit être fait. Nous devons d'abord sensibiliser, éduquer, communiquer en fait sur c'est quoi une personne trans. Et à un moment donné, quand la compréhension serait, on peut dire, acquise à un certain niveau de pourcentage, on pourrait commencer à ébrécher les plaidoyers tel que c'est défini. Donc on peut comprendre donc pour le moment vous êtes dans un travail d'assises, vous fixez les bases de votre réseau histoire d'abord de faire comprendre aux uns aux autres la vérité ou la réalité de ces personnes-là. Et pour achever donc les présentations autour de ce plateau, nous avons avec nous aussi Sandrine Até. Sandrine Até à droite aussi est directrice exécutive d'une association qui s'appelle AVAF. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Qui est l'Association pour la valorisation de la femme, dont j'ai le plaisir et l'honneur de représenter en ce 17 mai, jour de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Dire que ce phénomène qui mine la société en général et les personnes LGBT en particulier. Donc je suis très heureuse ici de pouvoir venir parler du travail d'activiste et du travail que mènent les différentes associations sur le terrain, et surtout les maux qui minent la société et les femmes en général et les femmes LBQ en particulier au Cameroun. Vous avez certainement dans ce travail rencontré beaucoup de difficultés. Nous aurons le temps de revenir là-dessus dans les différents moments qui vont meubler cet échange sur le plateau. Dites-nous déjà votre motivation à mener cet activisme, vous la trouvez, vous la puisez où? Lorsqu'on a été victime, lorsqu'on est soi-même le produit sorti de la victimisation de la société, déjà de la famille comme la mienne, et qu'on se dit aujourd'hui qu'on en est sorti, on pense qu'on peut aider les autres, les accompagner également à sortir de là, à être fiers, à vivre épanouis, heureuses malgré leur orientation sexuelle. Voilà donc le panel qui affiche complet autour de cet échange qui est donc baptisé Parole d'activiste en cette toute journée internationale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est un 17 mai et c'est très important. Voilà donc après les présentations, nous voici donc au premier arrêt de cet échange, de ce plateau. C'est un Vox Pop. Vous allez écouter et suivre. Que pensez-vous de l'homosexualité? C'est la question qui est posée et les citoyens réagissent. Suivons plutôt. Ces dernières années, on a assisté au réveil de l'homophobie populaire dans certains pays africains. Jusqu'à très récemment, beaucoup d'Africains suivaient ce débat sur la légitimité de l'homosexualité de loin, par le biais des médias, comme étant l'affaire des Blancs. S'il est vrai que tous les homophobes africains condamnent les pratiques homosexuelles, ils ne le font pas pour les mêmes raisons. Les arguments avancés sont de plusieurs ordres. Pour ma part, l'homosexualité, c'est un fléau qui mine gravement notre société camerounaise. Vous vous rendez compte, un être humain qui va vers un être humain, ça c'est hors de l'éthique. Ça, c'est une éducation à ne pas vraiment vouloir pour nos futures générations, pour nos jeunes, pour nos enfants. Moi, je pense que c'est une chose qu'on doit bannir, qu'on doit interdire, surtout dans certains pays, parce que ça crée une mauvaise influence par rapport à la vie de nos jeunes et pour les enfants et pour notre futur. La sexualité, c'est une très mauvaise chose. Pourquoi? Parce que ça peut mener à la mort et détruire certaines personnes. À propos de l'homosexualité, pour moi, c'est une abomination. C'est d'abord contre la volonté de Dieu, contre tout. Moi, je ne connais pas comment on appelle ça mon patois. Légal, socio-économique, culturaliste, moral, démographique, naturel, etc. Mais tous les arguments homophobes, malgré leur diversité, ont ceci en commun
qu'ils défendent le dogmatisme hétérosexiste qui dispose que l'hétérosexualité est l'unique forme de sexualité légitime. Ce que je peux donner, c'est que nous devons chercher ensemble pour qu'ils puissent revenir à la raison et qu'ensemble nous pouvons combattre pour cette mauvaise, on peut dire quoi, mauvaise fleur. Pour pouvoir procréer et pouvoir avoir des enfants dans la longue. Puisqu'un homosexuel qui va avoir un homme qui va avoir un homme ne peut pas avoir des enfants, ils sont obligés d'adopter. Pour moi, nous devons pérenniser l'héritage de nos parents en créant des familles et en faisant des enfants. Nos mentors, nos encadreurs devront nous montrer le droit chemin qui est de se tourner à l'église, d'aller à l'église, de prier, de se tourner vers Dieu, parce que quand on a Dieu, on ne se tourne pas dans certaines pratiques malsaines. Si dans la famille il y a quelqu'un qui est homosexuel, on va essayer de voir comment faire pour l'amener à la raison. Si moi j'ai un frère qui est homosexuel, tu donnes la rata chop d'Achima. Retour sur ce plateau donc de paroles d'activistes, la plateforme de débat mise en place grâce donc à la fierté africaine francophone. C'est un réseau qui concerne toute l'Afrique francophone et bien sûr soutenu par la Fondation Émergence. Alors après donc ce Vox Pop, je commence par vous Jean-Paul Inama. Il y a parmi les intervenants un qui parle d'Arata Chopdai. Une façon de dire que son intolérance est au pic. Comment vous réagissez face à ce type d'attitude? Merci. Déjà, peut-être pour besoin d'éclaircissement, la rata chop d'ail, c'est un poison utilisé pour tuer les souris. Donc c'est les rongeurs qui dérangent les souris, oui, bien évidemment, qui dérangent à la maison. Donc on comprend très bien à quel niveau se trouve l'homophobie pour ceux au sein de la population dont les gens sont prêts à éliminer leurs frères. Donc vraiment, le reportage, c'est vrai qu'il est assez choquant, même si je déplore qu'il ne soit pas assez inclusif. On aurait souhaité, c'est vrai que c'est l'image de la société, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Nous travaillons avec beaucoup de personnes qui au départ avaient des discours assez très rangés, mais avec le temps quand même, ils comprennent que non, c'est une sexualité qu'on ne choisit véritablement pas, c'est des personnes à part entière, donc qui ont également leur mot à dire pour la société. Donc, comme le dit souvent, le Cameroun a besoin de tous ses enfants, et je pense qu'une personne homosexuelle, autant qu'une personne hétérosexuelle, a également, elle doit apporter sa pierre à la construction, bien évidemment, enfin je ne vais pas revenir sur, elle a également des droits qu'il faut respecter et elle peut apporter sa pierre à la construction de l'édifice de notre beau pays, le Cameroun. Alors, Portia Estelle, lorsque vous suivez donc ce reportage, il faut dire quand même de façon globale, le ton est au rejet des homosexuels de façon générale, parce qu'il y a beaucoup de sous-ensembles à l'intérieur, mais on va le dire comme cela. Lorsque vous voyez donc ce rejet, est-ce que vous vous dites que c'est très compliqué le travail que vous avez à faire? Déjà merci, c'est vrai que quand je vois des personnes proférer de telles paroles à l'endroit de la communauté, moi je me dis quand même que c'est vrai qu'on a un très grand travail sur le terrain, mais qu'il y a beaucoup de choses encore qui devraient être faites. Je me dis aussi que en fait c'est la société. On vit dans une société qui est tellement hétéronormée et il y a des préconçus qui ne sont pas encore déconstruits. Il y a la religion, il y a la tradition, il y a les lois pénales, il y a même au sein de la famille des conseils, par exemple, que les parents adoptent ou des postures qui font en sorte que quand l'enfant grandit, il a une certaine posture vis-à-vis de telle ou de telle, comment je vais dire, de telle idéologie, on va dire comme ça. Par rapport à l'homosexualité, par exemple, on va se rendre compte que l'Église condamne, n'est-ce pas, l'homosexualité, et aussi même dans les religions traditionnelles, notamment en région bamileke, où l'homosexualité est perçue comme une forme de sorcellerie. Donc il n'est pas rare que de telles réactions soient régulières au sein de l'opinion publique. Mais maintenant, je pense que c'est à nous que revient cette responsabilité-là, n'est-ce pas, de sensibiliser ou alors de continuer à
organiser des activités de sensibilisation, n'est-ce pas, d'éduquer, d'informer, de sensibiliser ces populations-là qui ont encore des notions assez préconçues sur les questions de l'homosexualité et même de la transidentité. D'accord. Alors, avec vous donc, Théo Ndormo, vous avez parlé de votre étape au niveau de votre réseau qui est en train de s'implanter. Vous parliez donc d'éducation et de sensibilisation. Lorsque vous écoutez donc la majorité de ceux qui se sont exprimés, vous avez l'impression que c'est une sélection qui a été faite ou alors c'est réellement le visage de la société camerounaise, celle à laquelle vous faites face au quotidien? Merci beaucoup pour la question parce qu'effectivement, je pense que les personnes qui ont été interviewées sont des personnes lambda de la société civile qui n'ont jamais eu à communiquer ou à interagir avec le milieu communautaire avec lequel qui ne sont même pas au courant qu'il y a des associations qui luttent. Qui ne sont même pas au courant qu'en réalité, ce sont des personnes issues de familles normales comme elles. Donc on a l'impression qu'elles se disent que les personnes homosexuelles atterrissent du jour au lendemain quelque part et puis on va les mêler à la société qui est la leur. En réalité, ça ne nous rend pas fâchés ou bien outrés, pas du tout, mais au contraire, ça nous donne encore plus envie d'aller au-delà de nos limites dans nos activités. Parce qu'effectivement, nous allons étape par étape. Nous sommes conscients de cet effet de choses dans nos sociétés. Nous sommes conscients de beaucoup de choses qui sont préconçues ou bien que les gens imaginent. Parce qu'en réalité, de parler de la Bible et de l'homosexualité, il n'y a pas contradiction. Puisque nous avons ces personnes qui disent que bon, c'est en adéquation avec la Bible et tout, sont conscients que Dieu a créé une seule race de personnes humaines. Donc il n'y a pas le diable qui a créé quelqu'un. Donc nous décollons donc tous de cette création première de Dieu. Nous sommes donc tous parfaits, des enfants de Dieu. Il n'y a donc pas raison de dire que la Bible dit ceci, la Bible ne dit pas ceci pour rejeter une personne. Parce que tout ce qu'on fait, forcément, il y a des limites. Même des personnes qui vont entre elles, hétérosexuelles, sans être mariées, ne sont pas dans les normes de la Bible, mais pour autant ne sont pas rejetées et ne perçoivent pas ça comme étant une abomination. Je pense qu'ici, il y a un problème de sensibilisation. Donc vous voyez en ces éléments-là un motif d'éducation et de sensibilisation de ces gens pour qu'ils voient les différences et les nuances. Voilà, et qu'on arrête de prendre des motifs fallacieux. Ce ne sont que des motifs pour haïr d'autres personnes qui sont membres de notre communauté camerounaise, francophone, africaine et autres. Mais que nous ne sommes pas pareils, c'est clair. C'est la diversité, c'est la différence qui nous réunit et qui fait de nous un monde, un peuple. Voilà, donc je pense que si on arrive à communiquer avec elles et à leur expliquer qu'en réalité, homosexuel, hétérosexuel, trans, une personne trans, c'est une personne humaine en fait, qui est juste différente de nous, qui n'a pas forcément des croyances. Qui a juste quelques orientations qui sont différentes de tout le monde. Nous sommes différents en tout. Mais au niveau de la physiologie, la couleur de la peau, c'est la même composition physiologique. Exactement. Il y a juste une orientation sexuelle qui diffère. Exactement, tout simplement, on ne doit pas s'arrêter à ça. Nous devons aller au-delà. Si par exemple mon frère est architecte, ce n'est pas son orientation sexuelle qui fera d'elle qui va altérer ses capacités d'architecte. Voilà. Donc on doit aller au-delà des orientations des personnes, des identités des personnes et se focaliser sur la personne humaine. C'est elle qui est importante et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Si on arrive à un monde moins transphobe, moins homophobe, on pourrait aller plus loin. D'accord. Alors, avec vous donc, justement, Sandrine Athé, lorsque on peut évaluer, peut-être vous n'avez pas fait une étude spécifique là-dessus pour voir au niveau de l'Afrique francophone le degré de perception ou de rejet, mais le discours semble être le même dans tout cet espace francophone africain. De votre point de vue, qu'est-ce qui est à l'origine de ce générique de mauvaise loi? Je dirais par ma petite expérience d'activiste au niveau du Cameroun et même de la sous-région, parce que au passage je suis directrice régionale de la plateforme initiative des 7 qui regroupe aujourd'hui 9 pays de l'Afrique francophone. Et au sortir d'une étude récemment publiée, il a été fortement constaté que il n'y a pas qu'au Cameroun que les actes homophobes sont vécus, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest francophone et du centre. Et cette homophobie est due à, Théo vient de le dire, au manque d'éducation, parce qu'il y a l'éducation, il y a la culture. Beaucoup de préjugés, des idées préconçues et reçues. Il y a la religion. Et puis, donc, du coup, lorsqu'on est né, on est avec ce que nos parents nous inculquent, qui dit une fille a droit au mariage avec un homme, on évolue avec ça.
Mais aujourd'hui, beaucoup sont fermés parce que, moi je ne vais pas beaucoup parler du Cameroun, mais de l'espace francophone, des autres l'espace pays francophone du Bénin par exemple, où on a encore des récents cas d'homophobie qui sont vraiment des traitements inhumains parce qu'on peut mettre de côté l'orientation sexuelle d'une personne et considérer la personne humaine qui est en face de nous. Est-ce qu'elle a moins une vie que celle de l'autre? Est-ce que le sang qui coule dans ses veines parce qu'elle est homosexuelle a une autre couleur? Non. Non, mais éduquons plus. Moi, je mets toujours ça dans le cadre de l'ignorance et cette éducation carrée, parce que l'Africain a une éducation carrée qui est limitée à... qui est traditionnelle, qui est voilà. rigide Traditionnelle et qui est parfois extrémiste dans la façon de transmettre aux enfants. En tout cas, on voit à travers le panel et les premières prises de parole autour de la réaction, suivant dans le Vox Pop qui a été diffusé tout à l'heure, que la tâche est énorme, elle est très grande, celle qui concerne dans les activistes et qui doivent poursuivre le travail. La suite de notre table ronde dans cette plateforme de parole d'activistes, c'est pour justement un autre élément que nous allons regarder ensemble, une chronique, le calvaire donc des activistes LGBT, ce sévice qu'ils subissent sur le terrain, très souvent, sur le terrain donc de la lutte pour le respect de la dignité de tous les êtres humains. Regardons. Le 17 mai a été choisi à l'initiative de Louis-Georges Tin comme date symbolique pour la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, pour commémorer la décision de l'OMS le 17 mai 1990 de ne plus considérer l'homosexualité comme une maladie mentale. Si tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires à l'encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués, LGBTI, continuent d'avoir cours à travers le monde. Vous êtes stérile? Oui. Vous avez fait tester comment pour dire que vous êtes stérile? Ça, naturellement. Et vous prenez les autres femmes ou bien vous prenez les hommes? Non, c'est naturel, c'est ma vie privée, là-bas ça ne vous concerne pas, c'est personnel. En 2015, la Fédération internationale des droits humains a mis en lumière un rapport sur les persécutions et les menaces contre les défenseurs des gays en Afrique francophone. Locaux incendiés, cambriolages, arrestations arbitraires ou encore morts violentes. Plusieurs membres d'associations de défense des droits des homosexuels et des droits de l'homme, cités par la FIDH, se disaient en danger et assuraient ne pas pouvoir compter sur la police. Je suis M. Jojo, je suis trans-homme. Je suis responsable des droits humains et plaidoyer à la VAC et trésorier du réseau indépendant de Trans-Africains. Les difficultés que je rencontre au quotidien dans ma lutte pour le droit des trans est déjà au préalable le manque de financement. On a des difficultés à avoir accès au financement. Et également dans mon quotidien en tant que parajuriste, avoir un titre officiel permettant peut-être de représenter en tant que conseil quelqu'un, un trans ou une trans lors des arrestations, c'est assez délicat pour nous lorsque nous sommes sur le terrain. Car à peine lorsqu'on arrive peut-être sur les lieux, je sais pas, un commissariat ou une brigade, on a une difficulté à se présenter officiellement et faire valoir le titre de parajuriste que nous avons. Je suis Yves Cyril Tonqueux, juriste de formation et coordonnateur de l'unité droits humains et plaidoyer à Humanity First Cameroun. C'est important de m'engager comme activiste parce que je me dis il y a des causes qu'il faut défendre, il y a des personnes qu'il faut défendre et faisant partie du corps, je peux dire, des juristes, je me dis c'est important pour les personnes qui sont
collaboration avec eux ou alors en étroite ligne avec les droits humains, de pouvoir les protéger et les défendre. Je suis Nickel Rachid Liwandi, je suis directeur exécutif de la CAMFED et secrétaire général de la plateforme Unity. Le message à passer aux alliés, c'est que plus jamais on a besoin de vous. Les communautés LGBTI, chaque jour, voient les systèmes gouvernementaux, législatifs devenir de plus en plus répressifs et nous voyons un grand nombre d'exodes de leaders LGBTI. Découragés parfois ou bien en manque de repères. Nous avons besoin de vous pour rappeler les fondamentaux qui sont universels à tout être humain, la liberté, le choix de vivre en sécurité dans le pays qui est le nôtre. Nous avons besoin de vous en matière de plaidoyer, en matière de lobbying, afin de rappeler à nos États que nous ne pouvons pas vivre en déphasage avec le contexte international. Le 17 mai est l'occasion pour nous de rappeler à tout le monde que nous ne sommes pas un mythe. Nous existons en tant qu'êtres humains, nous existons en tant que citoyens. Et en tant que citoyens, nous avons le pouvoir de changer les choses. Nous avons le devoir de changer les choses. Nous avons le devoir de rappeler aux autres qu'ils ne sont pas seuls et surtout qu'ils sont humains, tous pareils dans cette planète. Je suis Raphaël Doua, je suis militant LGBT depuis près de 10 ans. Être militant n'est pas seulement une vocation, c'est aussi un travail qui doit pouvoir permettre à ces derniers de vivre parce qu'ils ne font que ça. Ils n'ont pas, et quand on regarde l'activisme LGBT en Afrique francophone particulièrement, parce que pour avoir fait l'Afrique anglophone, j'ai vu que des gens vivaient très aisément avec le travail de militants LGBT, mais en Afrique francophone c'est tout à fait différent. Il faut chercher autre chose, ce qui fait que donc d'un point de vue financier il faut aussi les aider parce que faire le travail des militants doit permettre aux militants de vivre de ce qu'ils font aussi. Fierté Afrique francophone, en tant que réseau d'organisations LGBTIQ+, regroupant toutes les associations de défense de ces minorités de sexe et de genre en Afrique francophone, saisit l'opportunité de la célébration de 2021 pour donner la parole aux activistes d'Afrique francophone pour exprimer les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail social. Voilà, Fierté Afrique francophone qui nous permet également d'être là devant vous en ce 17 mai pour évaluer ensemble le chemin qui est parcouru, le travail ô combien difficile qui devrait mener sur les sentiers du recul total de l'homophobie et la transphobie dans l'espace francophone africain. Alors, après donc cet élément que nous avons regardé et les difficultés qui ont été exprimées par ceux qui sont les professionnels de l'activisme sur ce terrain-là. Je commence par vous, Portia. Alors, dites-nous, lorsque vous écoutez ces témoignages, vous vous reconnaissez dans les difficultés qui sont relayées là-dedans? Oui, tout à fait. Je me reconnais dans les difficultés qui sont reliées dans le reportage. Le travail d'activisme dans notre contexte et même aussi dans l'Afrique francophone n'est pas une chose aisée. Et donc, nous sommes heurtés à plusieurs difficultés dans le cadre de notre travail. Et nous frisons, je vais le dire comme ça de manière crue, la mort. Parce qu'il n'y a aucune sécurité, n'est-ce pas, qui garantit notre intégrité en tant que DDH ou en tant qu'activiste. Donc cela ne rend pas la tâche facile pour nos communautaires, que ce soit sur le plan sociétal, que ce soit sur le plan familial, que ce soit dans l'accès aux soins de santé, au niveau des droits humains. Je pense que le travail d'activiste n'est nulle part aisé, particulièrement au Cameroun. Moi, j'ai été l'une des personnes qui a été le plus victime de violences basées sur le genre. Dites-nous, c'était quel type de violence? Vous êtes arrivé, on vous a agressé chez vous, des gens sont venus vous chercher, on vous a chassé d'un hôpital. C'était quoi exactement? Je pense que les violences sont insidieuses et même directes. Ça veut dire que
si une personne homosexuelle subit une violence, une personne transgenre le subit doublement, voire triplement, sur la base de son expression de genre. On a chez nous, par exemple, en Afrique francophone, des personnes transgenres expressives, n'est-ce pas, qui n'ont pas cette chance-là, n'est-ce pas, d'avoir des atouts congénitaux, si on va dire comme ça, qui leur permettent de se dissimuler un peu dans l'espace public. Dans l'espace public. Pour moi, par exemple, qui est une personne transgenre femme, qui a une voix assez grave, il faut convenir avec moi que ce n'est pas du tout facile. Très souvent, on sursaute. Au son de votre voix. Voilà, très souvent on sursaute. Et généralement, parce qu'on sait qu'en Afrique, on est habitué à voir des femmes assez quand même rondes, avec des courbes généreuses, et qu'après, subitement, on voit arriver une femme assez géante, vous voyez, qui est un peu masculine dans l'aspect physique. Masculine dans l'aspect physique. Ça crée parfois des questionnements, et du coup, ça peut susciter des intérêts qui peuvent être pour le plus négatifs. Et donc, vous voyez que ça ne rend pas du tout facile la tâche de l'activiste ou du DDH dans notre contexte, non seulement parce qu'elle est incessamment épiée dans le cadre de son travail, et aussi d'un autre côté, parce que voilà, elle ne peut pas de manière effective réaliser tous les projets d'une vie, mener des activités normales, effectivement, comme un citoyen. Comme un citoyen lambda. Et donc, c'est une réelle difficulté que nous rencontrons dans le cadre de notre travail d'activiste au quotidien. Alors, Théo Ndormo, on a parlé aussi beaucoup de financement, de niveau de vie, et du fait que ces activistes ne s'en sortent pas réellement parce que le travail qu'ils mènent et puis leur orientation sexuelle qui fait l'objet de rejet leur limite l'accès à beaucoup de facilités dans la société. Le côté financement, comment ça devrait, quand vous écoutez cela, c'est une réalité que vous vivez, et comment vous appréhendez cette situation? Exactement, j'ai beaucoup apprécié que la chronique finisse sur cette note de fin, parce que c'est un réel problème que nous rencontrons. Et les gens ont souvent l'impression que nous sommes payés pour faire ce que nous faisons. Et surtout que le parallèle a été établi, enfin une comparaison entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Exactement, j'ai l'opportunité de travailler justement au niveau régional avec le côté francophone comme le côté anglophone. Et la différence, elle est claire. Tant au niveau des financements, il y a des partenaires financiers qui n'octroient leurs fonds qu'aux anglophones. Et ils ont certaines stratégies qui permettent d'augmenter le niveau de vie des activistes, parce qu'ils sont conscients que par rapport au travail qu'ils font, ils sont très exposés. Il faut qu'ils puissent se loger de manière sécuritaire. Il faudrait qu'ils aient une vie, pas forcément luxueuse, mais en sécurité dans le travail. Une vie qui les éloigne un peu des faubourgs, des quartiers populaires où il y a beaucoup plus d'intolérance. Exactement. Par contre, ou bien paradoxalement, dans le côté francophone, c'est très compliqué déjà pour avoir les financements pour des actions que nous souhaiterons mener. Et encore plus pour en vivre. C'est très très compliqué. Mais comme c'est une lutte, nous savons que eux, au niveau des anglophones, ils ont commencé quelque part, ils ont commencé un jour. Il y a eu des gens qui ont eu l'abnégation, qui se sont avancés pour que la situation soit comme telle aujourd'hui. Nous sommes persuadés que les générations futures auront la possibilité de mener sainement leur activisme. De toutes les façons, vous aurez déjà balisé le chemin. Exactement, et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes, par exemple, moi, je travaille comme chargé responsable de la planification à Humanity First Cameroun. Je ne peux pas vivre du fait que je sois coordonnateur, qui sont des activités, en fait, bénévoles, on peut dire comme ça. Parce qu'en dehors de là, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Et quand on regarde dans l'horizon communautaire, vu aussi la pesanteur de la loi qui ne laisse personne, s'il y a cette peur-là, rien ne peut en vouloir à personne de vouloir se protéger, se défendre. On se dit, si on ne le fait pas, qui va le faire? Alors, d'accord. On imagine bien qu'il y a beaucoup de travail à abattre au niveau de l'Afrique francophone pour arriver à soutenir financièrement ces activistes-là. Alors, Jean-Paul Enama, justement, on parle donc de ces souffrances, de cette difficulté que vous avez en tant que citoyen engagé dans la lutte pour le recul de ces discriminations-là. Comment est-ce que vous vous organisez, dites-moi, vous qui êtes sur le terrain, pour arriver à faire ne serait-ce que ce que vous faites déjà au quotidien, qui est déjà suffisamment louable? On voit qu'il y a des réseaux bien installés, vous avez des bureaux, des moyens de travail, des méthodes que vous mettez pour travailler. Comment vous vous organisez sans ces gros financements, justement, pour être à l'abri du besoin?
Très bonne question parce que justement j'allais en revenir. On peut s'étonner que dans un contexte aussi homophobe et discriminant, il y ait un tel foisonnement d'organisations. Il faut rappeler que la plupart de nos associations dans les pays d'Afrique francophone arrivent à exister légalement sous le couvert de l'axe santé parce que sur le plan mondial, l'ONU-SIDA a clairement défini faisant passer des populations clés, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgenres et les autres groupes vulnérables. Donc en fait, nous on arrive à capter des financements, on va dire ça comme ça, sur le plan de la lutte contre le VIH-Sida parce qu'il faut mener des actions de prévention et de dépistage, de prise en charge parce qu'également aussi on a constaté qu'il y a un corollaire entre toutes ces violations-là et la lutte. Donc, si on ne baisse pas le nombre de violations, si on ne travaille pas pour un environnement favorable, on ne peut pas efficacement lutter contre les grandes pandémies, notamment le VIH-Sida. Et justement, dans nos pays ne seront pas, parce qu'il y a le monde a quand même des objectifs de développement durable, on ne sera pas au rendez-vous. On ne va pas atteindre ces objectifs à l'horizon 2030. Donc, en fait, le travail que nous faisons, il peut être perçu pour certains comme étant on va un peu en contradiction avec nos États, mais non, il ne s'agit pas de ça. Nous travaillons en étroite collaboration avec nous, par exemple au Cameroun, avec le ministère de la Santé, le CNLS, nos organisations existent légalement. Donc nous arrivons pour le moment encore à mener des actions, à exister, à payer du personnel parce que nous sommes des acteurs de santé. Personnellement, moi, je suis je suis en charge des questions de santé publique. Et voilà, donc c'est l'axe qui nous permet d'exister. Mais sur le plan des droits humains, comme on dit malheureusement, sur tout ce qui est lutte contre la stigmatisation et les violations, véritablement, nous nous retrouvons abandonnés à nous-mêmes parce que très peu de partenaires soutiennent ces actions-là. Pour ces personnes-là, et c'est vraiment très difficile. Donc, mais bon, heureusement, on a cette chance-là. L'environnement favorable nous permet d'exister et nous continuons d'agresser. D'accord. Alors, Sandrine Athé, parfois on dit qu'il y a un problème avec la gestion, un problème avec la collaboration entre vous. Il se crée des groupes, des lobbies, des castes entre des éléments de la même communauté pour se combattre entre eux. Est-ce que ce n'est pas aussi une réalité qui empêche et bloque même l'épanouissement des activistes? La guerre des financements, je dirais. Bon, vous savez que si quelqu'un a défini l'argent comme étant l'honneur de la guerre, ce ne sont pas les associations qui sont en marge. Et on comprend tout de suite là que ce n'est facile nulle part. Quelques-uns mettent de côté la cause noble de la lutte pour se concentrer sur l'argent qui doit venir. Ce n'est pas vrai? Je ne dirais pas ça, je ne peux pas affirmer, n'étant pas de ces personnes-là et ne connaissant pas particulièrement celles qui font la course au financement. Mais ce que je sais, c'est que l'accès au financement au niveau francophone reste assez difficile. Et ce qui fait que lorsqu'il y a une petite opportunité, chacun a envie d'aller prêcher pour sa chapelle. Donc, ce qui fait que... Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'action collective. Bon, on dirait que c'est ce qui manque encore le moins parce que Théo a dit tout à l'heure, ça m'a marqué. Les anglophones ont commencé quelque part et s'ils ont commencé quelque part pour arriver là où ils sont aujourd'hui, c'est peut-être par la force de la solidarité que ces derniers ont. Et cette solidarité passe également par l'accès au financement. Parce que ça, c'est ce qui nous manque encore en Afrique francophone, ça, je vais le dire, et en quelques exemples sous la main. Un financement qui est refusé par X et accepté par Y. Par Y. Et du coup, lorsque une association X veut montrer à un bailleur que le financement est petit, par exemple en Côte d'Ivoire. Il est léger pour faire le travail. Pour faire le travail sur le terrain. De l'autre côté, au Bénin, au Togo, au Mali, on a qu'est-ce financement avec les deux mêmes. Donc ça reste difficile. Aussi, avec cette solidarité africaine, francophone, de dire aux bailleurs non. Voici vraiment, la fourchette. Voilà la fourchette. On veut marcher comme ça. Peut-être si on a ça, on peut mieux faire le travail. On peut faire un rendu concret de ce que vous attendez. Donc c'est un peu ça. Donc ça reste vraiment... un des ventres mous de l'activisme.
dans l'espace francophone, d'accord. Heureusement qu'il y a des partenaires hein, comme Fierté Afrique francophone qui travaillent donc déjà pour essayer de remettre en lumière toutes ces difficultés. On va marquer un autre arrêt dans le cadre de cette table ronde de paroles d'activistes. Pour suivre un autre élément, celui-là va nous permettre d'entrer sur le terrain des expériences vécues par ceux qui au quotidien travaillent pour mener donc la lutte. On regarde. Bonjour, je suis Carlos Sidibou Tozouakala, originaire de la Côte d'Ivoire. C'est un réel plaisir pour moi de vous accorder cette entrevue dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie 2021. Oui, nous célébrons cette journée en Côte d'Ivoire, étant donné que la Côte d'Ivoire est l'un des premier pays qui avait été contacté à l'époque par Louis-Georges Tin au moment où il venait de lancer cette journée internationale de lutte contre l'homophobie. Et donc depuis lors, depuis 2003, la Côte d'Ivoire célèbre cette journée. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas juste une célébration, c'est une commémoration des personnes qui ont sacrifié leur vie, des personnes qui étaient au front depuis les premières heures de la lutte pour la reconnaissance des droits des personnes LGBTQI+, à travers le monde. Et donc, pour nous, c'est de marquer une pause afin de reconnaître, de nous souvenir de ces personnes-là. C'est aussi l'expression ou la revendication de nos droits en tant que personnes considérées comme minorités sexuelles. Et donc, c'est un appel que nous voulons lancer à l'endroit de nos gouvernements, des organisations de défense des droits humains et aussi à nos alliés, donc les personnes qui croient en nous, qui croient que les droits humains, ce sont des droits humains tout court et qu'il ne devait pas avoir une frange de la population qui devrait bénéficier de ces droits humains-là au détriment des autres. Et donc, la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie représente pour moi tout un mouvement qui s'est mis sur pied pour construire un momentum, pour lancer un vibrant appel à nos dirigeants, pour mobiliser, renforcer les capacités des leaders qui sont devant de ces luttes-là, pour être la voix des sans-voix. Et donc, ce n'est plus juste une célébration. Chaque année, le 17 mai, quand nous nous retrouvons à travers les différentes activités que nous menons, les activités des projets, ce n'est pas juste pour célébrer, c'est pour nous faire entendre. La lutte n'est pas encore terminée. Les assassinats continuent, des arrestations arbitraires continuent. Beaucoup de pays à travers le monde continuent de criminaliser les droits des personnes homosexuelles. Et donc pour nous, surtout à travers Fierté Afrique francophone, nous voulons aussi apporter notre pierre à l'édifice. Nous voulons nous exprimer et dire que nous sommes là en tant qu'Africains francophones. Nous sommes également présents dans ces luttes et nous voulons l'être dans ces espaces. Alors je souhaite à toutes et à tous une joyeuse célébration et commémoration de Ida Obiť 2021. Bien évidemment, je mai, la journée de lutte contre les discriminations basées sur le genre et la sexualité. La lutte contre ces discriminations est une lutte qui dure toute l'année. Mais le 17 mai reste une occasion pour rappeler au monde entier l'importance de la diversité sexuelle et la pluralité de genre et aussi de sensibiliser le grand public sur ces discriminations-là. Donc oui, je célèbre le 17 mai et ça reste une occasion pour revendiquer nos droits en tant que citoyens et citoyennes et en tant qu'êtres humains en général. Oui, comme je viens de le préciser, le 17 mai est une occasion pour rappeler au monde entier l'importance de la diversité et la pluralité au sein de la société. Et le 17 mai est une occasion aussi de renforcer la solidarité entre toutes les personnes LGBTQI+, mais aussi de
retisser des liens avec nos alliés un peu partout dans le monde. C'est une occasion aussi de donner plus de visibilité aux personnes LGBTQI+, plus particulièrement ceux qui vivent dans un contexte de répression. Oui. J'ai envie de dire à ces personnes-là que l'humanité se souviendrait de leur barbarie, de tout ce qu'ils font subir aux personnes LGBTQI+, et je leur dis aussi que l'histoire se souviendrait de ces oppressions-là. Mais je leur dis aussi que ce n'est jamais trop tard pour apprendre la diversité sexuelle et la pluralité du genre. C'est quelque chose qui va venir avec le temps, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre alternative. Le monde de demain est un monde pluriel où chaque personne aurait la chance et l'occasion de vivre pleinement son genre et sa sexualité. Je leur dis que aujourd'hui c'est le moment justement pour revendiquer les droits de toute personne opprimée ou vulnérable au sein de la société et qu'il n'y aurait pas de justice sur Terre si il reste une seule personne opprimée à base de sa sexualité et son genre. Et voilà. Tout d'abord, j'aimerais dire aux alliés, merci beaucoup. Merci pour votre solidarité, merci pour votre présence, merci du fait d'écouter les personnes concernées et de s'allier à eux pour changer le monde et changer la situation, abolir les lois discriminatoires et liberticides. Je leur dis aussi qu'on a besoin de vous, on a besoin d'avoir des alliés, des ambassadrices et des ambassadeurs de cette cause noble, cette cause humaine. Les alliés sont des gens qui nous aident beaucoup avec leur expertise, avec leur vision des choses, avec leurs compétences, avec leur sincérité et leur appartenance à la cause LGBTQI+. Je leur dis aussi qu'ensemble, nous serons capables de changer la situation des personnes LGBTQI+, partout dans le monde. Voilà, c'était donc le partage d'expériences autour de l'engagement pour faire reculer les comportements homophobes et transphobes à travers donc l'Afrique francophone ici chez nous. Le témoignage de l'Ivoirien Carlos Idibouo était fort édifiant. Et là, lui, il a parlé de souvenirs, Jean-Paul Inama, le souvenir de ceux-là qui ont laissé leur vie sur le terrain de la quête de reconnaissance en tant que transgenre, en tant que personne LGBT, mais reconnaissance en tant qu'être humain. Est-ce que vous avez l'impression que ce souvenir-là marque véritablement ce 17 mai? Oui, bien évidemment. Enfin, je préfère retenir le terme commémoration parce que justement, il s'agit de cela. Ce 17 mai, c'est en mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu la vie, qui sont incarcérés injustement aujourd'hui du fait de leur orientation sexuelle. Donc, effectivement, nous autres, nous puisons la force et le courage de continuer à travailler. Tout à l'heure, vous allez parler de baliser le chemin. Non, nous ne sommes pas la génération qui balise le chemin. Il y a eu des précurseurs avant nous et nous essayons de continuer le travail, d'inspirer la nouvelle génération et afin de pouvoir passer le flambeau. Donc, plus que jamais, le 17 mai restera marqué parmi les dates que nous allons nous lever pour dire non à cette forme de discrimination, à toutes ces injustices-là. Donc voilà. D'accord. Alors, pour Chia Estelle, au-delà de ce souvenir, de le dire, comme vous le dites, Jean-Paul Inama, par exemple, le disait fort bien, ce souvenir de ceux qui sont morts et tout le reste, comment, déjà, vous, dans vos différentes entités ici, ces réseaux d'associations, est-ce que le 17 mai est un marqueur important
dans le calendrier de l'année et comment vous organisez ça en interne, au-delà de ce plateau où vous pouvez exprimer ce que vous ressentez? Alors, merci. Toujours on peut parler de commémoration, c'est vrai, mais au-delà de cette commémoration aussi, il y a une certaine reconnaissance du travail qu'abattent en longueur de journée, même au quotidien, les activistes et les défenseurs de droits humains. Donc cette journée est une journée vraiment très marquante, n'est-ce pas, pour déjà saluer ces personnes-là qui ont ce courage, cette vivacité, cette volonté, n'est-ce pas, de donner de leur temps, n'est-ce pas, pour pouvoir défendre leurs droits, pour pouvoir, n'est-ce pas, clamer où ils voient, défendre leurs droits, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. C'est aussi l'occasion, n'est-ce pas, de remarquer quand même qu'il y a une certaine recrudescence. On parlait tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de la solidarité entre les associations, notamment à l'échelle sous-régionale et même au niveau de l'Afrique centrale. On se rend aussi compte que même dans notre contexte, il y a de plus en plus de créations de réseaux, notamment le réseau indépendant des transgenres africains. Nous avons notre plateforme qui est là, qui existe. Nous avons le réseau des personnes LBQ en Afrique et donc aussi le réseau Fierté Afrique est là pour nous montrer et une fois de plus à quel point, n'est-ce pas, nous avons pris conscience de cette responsabilité qui est la nôtre à pouvoir changer le lendemain, à se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour crier haut et fort notre plaidoyer pour que voilà, nous soyons plus fiers et que cette journée soit une journée toujours marquante, encore marquante et qu'elle vive à jamais. D'accord, donc la force de la solidarité qui pourrait donc bousculer les lignes. Alors Théo Ndormo, vous les perspectives, vous les voyez comment? Parce qu'il y a déjà quand même une sérieuse prise de conscience et une volonté au niveau de l'Afrique francophone de faire chorus pour ensemble aller vers le même combat. Les perspectives pour les LGBT, vous les voyez comment en Afrique francophone? En Afrique francophone et en prenant le tremplin, la journée du 17 mai, nous sommes très très optimistes. Parce qu'effectivement, quand on se rend compte de tout ce qui a été fait et qu'aujourd'hui on célèbre ce que nous avons entre nos mains et le chemin qui est lancé, comme Miss Portia disait, les réseaux qui sont formés, tout ce qui est fait en ce moment est fait en synergie avec beaucoup de nos frères et sœurs qui se mettent ensemble, qui s'allient pour que nous puissions à l'avenir ne produire qu'une seule voix. Je pense que l'avenir ne peut être que radieux. Nous comptons beaucoup, énormément sur cette unification de forces-là, sur cette force unique que donne la synergie qui fait que 1 + 1 donne 3. Donc nous savons que dans l'avenir... Que les choses iront bien dans un avenir assez proche. Alors Sandrine Athé, quelle peut être la meilleure attitude alors pour qu'au-delà des perspectives de solidarité, qu'il y ait des financements qui respectent un tout petit peu le projet ou l'ambition qu'un réseau s'est donné pour assumer justement ses charges sur le terrain au niveau de l'Afrique francophone? Je dirais la solidarité. La solidarité et la confiance des uns envers les autres. Mais aussi le sérieux au travail. Ne pas bâcler les rapports, ne pas simuler. Exactement. C'est pour ça quand il parle de la confiance, quand il parle de la confiance, justement, c'est la confiance que les uns et les autres peuvent se faire. Aujourd'hui, de plus en plus, on travaille en réseau et au détriment parfois des associations respectives. Parce qu'aujourd'hui, la Fierté Afrique francophone regroupe par exemple plus de 100 associations de l'Afrique en Afrique francophone en général. Et que derrière ça, s'il n'y a pas de la confiance, n'est-ce pas, il va se créer des guerres sous-marines, il va se créer des divisions et des divisions par la suite. Or, si nous restons solidaires et que l'on se fait confiance mutuellement, je pense que les choses seront sur la bonne voie. Alors, nous sortons donc par là. Chacun de vous va envoyer un message à l'endroit de la communauté LGBT, de l'Afrique francophone en général. Oui, restons concentrés, restons solidaires et travaillons parce que véritablement le chemin il est encore très long, on a conscience, on a tous suivi les Vox Pop, donc, mais restons optimistes et continuons de gagner la confiance des bailleurs. D'accord. Alors, Portia, Estelle. Nous avons tous vu des messages assez transphobes
et assez homophobe de la population générale lors des différentes interviews qui ont été démontrées au cours de l'émission. Et nous nous rendons compte que la tâche est vraiment immense, que le travail, il y a vraiment un travail au niveau interne qui doit être fait et même au niveau sous-régional dans l'Afrique centrale. Il y a vraiment un travail de sensibilisation, surtout de ces personnes-là qui sont encore assez sceptiques sur les questions de transidentité et même sur les questions d'homosexualité. Donc vraiment, il nous reviendrait pour nous la tâche, n'est-ce pas, d'être plus, plus incisif sur le terrain. Plus incisif sur le terrain, afin, n'est-ce pas, de véhiculer des messages de sensibilisation, afin que, n'est-ce pas, le message que certaines personnes ont sur les questions de genre, identité de genre, orientation de sexe, orientation sexuelle et diversité plurielle, puisse être perçu de manière tolérante. Donc, il est important pour cette journée du 17 mai. De 17 mai, n'est-ce pas, de faire un pan de réflexion là-dessus afin que, n'est-ce pas, nous puissions vivre de manière harmonieuse, indépendamment de notre orientation sexuelle ou de notre identité de genre. D'accord. Théon Dormo. Merci beaucoup. Je vais lancer un double appel. Je voudrais dire à toutes les personnes trans de la zone Afrique francophone que vous devez être fiers de vous. Vous êtes des personnes formidables. Et la seule différence qu'il y a, c'est que Dieu nous a créés avec plus que les autres. Mais je ne vais pas fermer sans faire un appel très particulier à tous nos partenaires financiers à travers le monde de nous aider à faire de nos fiertés notre richesse. Soutenez-nous. Merci beaucoup. Allez, Sandrine Athé. Ok, à tous les activistes de l'Afrique francophone, je dirais, le succès étant au bout des efforts inlassables, ne nous fatiguons pas. On s'est engagé et lorsqu'on s'engage, c'est jusqu'au bout qui t'appelle de sa vie. D'autres ont perdu, peut-être en perdront, mais au moins nous partirons fiers. Aussi, faisons-nous confiance. Le travail, chacun trouve le plaisir à le faire car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, je reste fier et je souhaite une belle journée le 17 mai à tout le monde. D'accord, on va partir donc sur cette note d'espoir autour donc d'un avenir meilleur pour les personnes LGBT à travers le monde. Nous disons avant de partir merci donc à Fierté Afrique francophone et bien sûr la Fondation Émergence qui a donc soutenu donc cette initiative sur le plateau que nous avons mené ici donc au Cameroun. Nous saluons tous les amis de l'Afrique francophone au Bénin, au Togo, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Niger, à tous ceux-là au Congo, au Gabon et bien sûr à le Cameroun qui est ce pays d'Afrique centrale. À vous tous donc, bon courage à vous et surtout retenez les mots-clés qui nous ont guidés dans cet échange, la solidarité, le travail et le partage, en ayant bon espoir que les partenaires vont continuer donc de soutenir cette initiative. Au revoir à une autre édition, certainement le 17 mai prochain.